Un, deux, deux. Merveilleux. Bonjour tout le monde. Bon matin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler, comme c'est tellement bien écrit, de la place des workstations, Device as a Service, puis des services gérés dans un monde finalement qui est plus à distance et qui est aussi l'AI qui prend de plus en plus de place. Je sais que c'est très, très, très buzzword cliché AI, mais on va en parler un petit peu plus côté workstation. Donc, commençons en partie par c'est quoi un workstation. Juste définir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par ça. Donc, un workstation, ça va être, ça c'est un super bel exemple, c'est un workstation qu'on a livré la semaine passée à la SAQ. Donc, c'est le top of the line. Non, en fait, un workstation, ça donne quand même une idée, dans le sens qu'un workstation, ça va être quelque chose qui est fait pour typiquement un besoin vraiment particulier. Donc, je vais l'utiliser pour accélérer un workflow que j'ai de vraiment particulier. Ça va être du CAD, ça va être de l'intelligence artificielle, ça va être du calcul. Donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin d'une machine particulière. Ce que ça veut dire aussi, c'est que je ne peux pas prendre n'importe quoi. Donc, je n'irai pas chercher un portable qui va être utilisé pour de la bureautique traditionnelle, puis essayer de faire du travail de workstation avec ça. Je vais vraiment avoir besoin de quelque chose qui est adapté. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas beaucoup des workstations. C'est-à-dire qu'on avait une offre qui était beaucoup plus limitée. On avait des machines qui étaient très, très, très chères aussi. Puis il n'y avait pas beaucoup de in-between. Maintenant, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de choix. Parce qu'on a plus de besoins. Puis quand on a des besoins différents, on a besoin de machines différentes, de technologies différentes. C'est toujours ça qu'on garde à l'esprit. Quand on parle de workstation, on parle de nos besoins très spécifiques. Ça arrive à peu près jamais que je vais avoir un client qui va venir me voir et dire « OK, voici ce que j'ai. Dis-moi ce qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi la transition aujourd'hui? » Pas intéressant, puis c'est pas ce qu'il faut faire non plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de nouveaux modèles qui sortent à chaque année, de nouvelles technologies. C'est mieux de prendre un recul, regarder ce qu'on essaie d'accomplir, puis peut-être de l'optimiser. Des fois, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup moins cher, en fait, qui est encore plus performant. Parce que ces nouvelles technologies-là nous permettent d'appliquer ces problèmes-là d'une façon différente. Donc, par exemple, à gauche, vous avez du CAD, donc de l'AutoCAD, qui est probablement, si je vous demandais de me décrire un workload qui est accéléré par des workstations, vous me direz probablement du CAD. Bien, du CAD, je pourrais le faire avec plusieurs de mes portables maintenant, parce qu'on a des portables qui sont assez rapides pour pouvoir faire ce type de travail-là, avec des cartes graphiques surtout, qui sont assez performantes. Mais je n'irai pas chercher les plus grosses workstations non plus. Ça ne sert à rien. Ce qu'on veut avoir, c'est une workstation qui va avoir la vitesse, la cadence de processeur la meilleure pour être capable d'aller chercher cette performance-là. Tellement que si je vais utiliser un workstation qui va coûter 20 000 $, la vitesse du processeur va ralentir la carte graphique au point que je ne paye absolument pour rien. Donc, c'est très important d'aller avec les bonnes solutions. Maintenant, côté intelligence artificielle, besoin complètement différent. J'ai besoin de quelque chose avec plus de mémoire vive. J'ai besoin de quelque chose qui va avoir un ou plusieurs GPU, donc plusieurs cartes graphiques. Donc, on change complètement de gamme de produits. Puis c'est ce qui est important de se garder à l'esprit. Il y a à peu près 10 ans, c'était une de nos workstations. Puis je pense qu'on en avait 2 ou 3. Il y en avait un, c'était un laptop de 10 livres qui avait un maximum de 8 gigaoctets de mémoire vive. C'était beaucoup à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a une offre, un éventail qui est très, très, très grand. Puis justement, comme je le disais tantôt, on essaie d'aller cibler vraiment chaque besoin spécifique par rapport à ce qu'on veut faire. Dans certains cas, on est vraiment chanceux, puis on est capable de toucher chacun de ces besoins-là, puis avec un appareil. Mais sinon, on va y aller avec l'appareil qui est destiné aux besoins qu'on essaie d'accélérer, que ce soit du CAD, que ce soit de l'analyse N6, du MATLAB, du ArcGIS, ce genre de choses-là. Donc, on résume, un workstation, c'est un système qui est plus performant que ce qu'on utiliserait typiquement dans un laptop traditionnel, dans un desktop traditionnel. C'est aussi conçu pour fonctionner 24/7, typiquement. Ça a été testé de cette façon-là. Et ça a été, toute l'ingénierie derrière ça est fait pour ça. C'est fait typiquement pour une application particulière ou au moins un set d'applications particuliers. Donc, c'est fait pour ça, bâti pour ça, la configuration est faite pour ça.
c'est mon travail de vous assister là-dedans. Il y a plus de capacité au niveau du calcul, plus de capacité de mémoire, plus de capacité au niveau des cartes graphiques. Gros résumé pour dire c'est quoi un workstation, mais ça nous place quand même. Donc, dans le travail à distance, depuis la pandémie, en fait avant la pandémie, on avait un environnement de travail qui pouvait ressembler à ça. C'est pas les bureaux les plus excitants, disons, mais on avait un ordinateur, il était au bureau, puis c'était quand même assez traditionnel comme architecture. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, ça ressemble plus à ça un petit peu. Donc, on s'occupe des enfants, surtout depuis 2 semaines. On s'occupe des enfants, puis on peut faire une brassée des fois pendant un appel conférence. Donc, ça a un peu changé notre façon de fonctionner. Ça, jusqu'à un certain point, ça va bien avec tout ce qui va être plus administratif. Un portable traditionnel avec des besoins un petit peu plus bureautiques. Mais quand on arrive côté workstation, souvent, le défi qu'on va avoir, ça va être au niveau du data. Donc, le data qui est typiquement centralisé. Quand je parle d'un projet au niveau d'ingénierie, au niveau d'architecture, mes projets vont tous être centralisés pour que mes employés, tout le monde travaille sur le même projet. De demander à quelqu'un de répliquer ce data-là localement pour pouvoir travailler dessus, ça ne s'applique pas vraiment. Dans certains cas, ça ne s'applique pas du tout. Pour faire de l'intelligence artificielle, si j'ai énormément de data aussi, qui est typiquement le cas, ça ne s'applique pas tellement. Donc, la centralisation des données va devenir un frein un peu à être capable de travailler de façon remote, ou sans être un frein, à être un problème qu'il va falloir surmonter pour utiliser des workstations à distance. La suite de ça, c'est le bandwidth, donc la vitesse Internet qui va relier l'employé au data center de l'entreprise. C'est pas tout le monde qui va avoir du gigabit, du 1.5 gigabit. Donc, à ce moment-là, des fois, ça va me créer un gros problème parce que, justement, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Je ne peux pas échanger le data du projet. J'ai besoin d'aller travailler directement au bureau ou d'avoir une solution remote desktop qui fonctionne bien. C'est l'autre chose. Évidemment, transporter un workstation de 40-50 livres, c'est pas l'idéal non plus. Des fois, je ne peux pas le faire avec un portable. Il y a certains workloads qui ne s'appliquent pas. Ça va être une perte de performance, ça va être une perte de productivité. J'ai besoin d'avoir un poste de table très performant. Mais c'est 40-50 livres. À ce moment-là, je ne peux pas demander non plus aux utilisateurs de les apporter. Donc, tout ça ensemble fait que ça ajoute beaucoup de complexité, le travail à distance avec les workstations. Mais il y a plusieurs solutions, justement, qu'on a fait. Il y a plusieurs modèles. Donc, il va y avoir des modèles de workstation 1 pour 1. C'est-à-dire que j'ai une machine physique et la machine physique, je vais me connecter avec à travers un remote desktop, par exemple. Donc, ça, c'est une architecture très traditionnelle, mais comme vous voyez à gauche, c'est une architecture qui peut quand même se mettre dans le data center. On parle ici, par exemple, de 7, on appelle ça des P3 Ultra. Donc, 7 P3 Ultra qui vont être branchés dans un rack. Donc, pour 5 U d'espace de rack. À ce moment-là, ça veut dire que je diminue, c'est un petit peu en bas de 1 U par utilisateur, très facile à gérer. Puis en fait, on va même arriver pourquoi c'est de plus en plus facile à gérer, puis ça devient une solution vraiment intéressante pour garantir ma performance, par exemple en CAD, qui est souvent un problème au niveau de machines virtuelles pour la performance. On a aussi du 1 pour 1, mais avec les plus gros workstations. Ça, je vais l'utiliser des fois quand je veux faire du crunching, quand je veux faire du rendu, quand j'ai besoin d'énormément de cœurs. Une machine comme ça peut aller jusqu'à 120 cœurs facilement, 2 téraoctets de mémoire vive. Donc, je suis capable d'aller chercher un besoin très évolué. Puis, je peux facilement l'accéder à distance parce que c'est des machines qui sont essentiellement faites pour être connectées dans un data center. En fait, c'est même les connecteurs pour se connecter directement dans un data center. Et l'autre exemple qui va être à droite, c'est une machine comme celle-là, mais avec des machines virtuelles. Donc, je vais pouvoir utiliser des machines virtuelles comme dans Linux, par exemple, sous KVM Linux, qui n'a aucune royauté. Et je peux déployer plusieurs machines virtuelles pour plusieurs utilisateurs, leur assigner une carte graphique par utilisateur également. Donc, je sais au niveau de la prévision de la performance, je suis capable de prédire comment l'utilisateur, ça va fonctionner. Et aussi, si je veux,
en dehors des heures de travail. Ces machines virtuelles-là peuvent être tout simplement powered down et je la remplace par une machine virtuelle qui utilise les 120 heures. Et là, je vais faire du crunching. Donc, c'est une machine qui peut faire plusieurs choses. Donc, c'est une autre façon de le faire à distance. Si on revient sur le P3 Ultra, ça a l'air minuscule. Vous êtes peut-être familier avec des formats qui s'appellent les Tiny, qui sont 1 litre. Les formats Tiny 1 litre, ça n'a pas des grosses cartes graphiques parce que c'est 1 litre, je n'ai pas la dissipation de chaleur, je n'ai pas non plus la puissance dans ces appareils-là. Dans les Ultra, on est capable d'aller chercher jusqu'à i9, 128 Go de mémoire vive, puis une série 4000 au niveau de la carte graphique qui fait toute la différence. Donc, quand je mets ça dans mon data center, ça me permet justement d'aller chercher une performance desktop traditionnelle, ce que j'avais finalement dans la génération d'avant, en full tour, mais 7 dans un espace 5U. Donc ça serait la solution en résumé, et qui va fonctionner avec n'importe quel Remote Desktop Solution, mais TGX est particulièrement bon, puis on va y arriver sur pourquoi. Là où on a quelque chose de vraiment intéressant puis d'unique qui s'en vient tout de suite après les fêtes, c'est la carte BMC. La carte BMC, c'est notre Baseboard Management Controller qui va se brancher directement sur la carte maîtresse et qui va vous permettre de manager tous ces appareils-là à travers IPMI. Donc, si j'utilise, pas si j'utilise, c'est sûr et certain que si j'ai des serveurs, je vais utiliser un outil de gestion pour pouvoir voir tous les serveurs, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les imager, etc. Dans le même outil, je vais pouvoir ajouter ces appareils-là. Donc, beaucoup plus simple pour la gestion à distance parce que c'est certain que quand je parle à quelqu'un qui gère le data center quelque part, puis je lui dis, oui, tu vas pouvoir mettre mes P3 Ultra dans ton data center. Généralement, il ne m'aime pas beaucoup parce qu'il ne veut pas que les gens fassent in-out dans la salle de serveur. Il veut que ça se gère bien. Ça n'a jamais été le cas avant, vraiment. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'une nouveauté qu'on amène l'année prochaine puis qui va faciliter ce travail à distance-là avec nos workstations. TGX, je le mentionnais tantôt, c'est une solution Remote Desktop. Cette solution-là utilise l'encodage et le décodage matériel des cartes NVIDIA et aussi l'encodage-décodage qui est présent sur les processeurs Intel. Et ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller chercher une meilleure performance, une meilleure latence ou une latence plus faible, en fait. Puis, ça me permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur. En fait, je suis capable d'aller chercher jusqu'à 4 écrans 4K à distance. Je suis capable d'aller chercher un color range de 444. Donc, à ce moment-là, je peux faire la réplication aussi de mes périphériques USB. Ça me permet d'avoir une expérience intéressante quand je n'ai pas le choix d'avoir un desktop, une grosse workstation. Je ne peux pas l'amener à la maison parce qu'il y a la centralisation des données. À ce moment-là, j'ai un peu tous les avantages parce que j'ai l'expérience, j'ai les écrans et j'ai aussi la fluidité quand j'utilise les appareils. Donc, très, très, très résumé, dans le contexte d'aujourd'hui, dans un contexte hybride ou un contexte à distance, c'est quelques-unes des solutions qu'on a mis en place de ce côté-là. Au niveau de l'intelligence artificielle avec les workstations. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et on a énormément de choix maintenant aussi au niveau de carte graphique, au niveau de processeur, pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle avec des workstations. Ceci étant dit, on est quand même relativement au début de l'intelligence artificielle, là, historiquement, on va dire. Vous vous rappelez de mon monsieur qui est sur un appel conférence. Je l'ai fait avec DALL-E, le monsieur. Si vous regardez comme il faut, la porte, ça ne marche pas. Puis ça, c'était le meilleur parce que sinon, les autres, je ne sais pas ce qui se passe trop avec sa main. Lui, c'est plus sa face qui ne marche pas. Puis lui, je ne sais vraiment pas ce qu'il fait, mais ce n'est pas du lavage. En tout cas, ma blonde ne serait pas contente si je faisais ça comme ça. Mais bref, on est vraiment plus au début de ce qu'on est en train de faire avec l'intelligence artificielle. Mais justement, c'est là qu'on commence à voir quand même des gros changements. Ça va toucher plusieurs choses. Mais si on commence par dire, bon, ben c'est quoi justement l'intelligence artificielle? Ben, c'est pas un produit. Hein. On ne peut pas arriver aux commandes à l'auto et dire, ben, ouais, je voudrais un AI, s'il vous plaît. Le AI, ça va être beaucoup de choses. Ça va être le AI qu'on crée, qu'on entraîne. Ça va être le AI qu'on utilise. Donc, il va y avoir déjà un AI qui va être entraîné. On va faire ce qu'on appelle l'inférence sur cette intelligence artificielle-là, qui va des fois être complètement partie d'un logiciel qu'on utilise déjà ou qui va être un plugin. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre d'accélérer certaines parties de ce qu'on essaie de faire.
Donc, très, très, très commercial, AI. Tout le monde a quelque chose qui est AI-enabled, AI accelerated. C'est un petit peu facile d'en perdre son latin. Puis, ça évolue très, très, très rapidement. Si vous regardez, si vous êtes un petit peu familier avec les librairies pour faire du AI, pour entraîner du AI, il y en a des nouvelles à tous les jours. Donc, on est capable d'avoir des nouveaux outils pour créer un réseau de neurones, l'entraîner, faire l'intelligence artificielle dont on a besoin pour notre cas particulier. Mais vous l'utilisez aujourd'hui. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. En fait, c'est dans la vaste majorité des applications qu'on utilise. Dans Teams, on peut enlever le background depuis déjà un bon bout de temps. C'est fait avec l'intelligence artificielle, un AI qui est entraîné. Même chose avec les caméras de téléphone. On est capable d'inventer une lune sur certains téléphones, ou est-ce que finalement c'était juste un petit spot de couleur. On est capable d'utiliser AI, bien, évidemment, dans les recherches, dans Microsoft Copilot, qui commence à être déployé. Donc, c'est déjà partout. Comment on s'adapte avec les workstations, puis comment on est capable de répondre à ce besoin-là. Donc, le AI va être aussi plusieurs choses. Ça va être, comme je disais, l'inférence, mais ça va être aussi du machine learning, ça va être du réseau de neurones, ça va être de la vision par ordinateur qui va me permettre de reconnaître certaines choses. Par exemple, les nouvelles caisses automatisées qui vont reconnaître automatiquement que oui, j'ai pris une canne de poids, puis je suis parti, mais c'est correct, je vais te la charger automatiquement. Donc, c'est déjà dans notre day-to-day. Mais c'est large le AI. Donc, il y a beaucoup d'étapes dans le AI. Il y a la consommation, comme je le disais, donc l'inférence, qui va pardonner beaucoup plus. Donc, je vais pouvoir utiliser un ThinkPad un petit peu plus traditionnel sans avoir une grosse carte graphique ou une carte graphique du tout, parce qu'on a de plus en plus de NPU qui vont arriver sur nos ordinateurs, qui vont permettre de venir accélérer les réseaux de neurones. Mais pas assez pour venir l'entraîner. Parce que pour l'entraîner, ça prend énormément de data. Ça prend beaucoup, beaucoup de données. Ça prend des grosses cartes graphiques pour stocker ces données-là, pour l'entraîner. Puis l'idée, c'est de se planter rapidement quand on fait de l'entraînement. Parce que je veux être capable d'ajuster. Je fais des itérations. Donc, les workstations vont venir dans ce créneau-là, où je vais aller chercher du data, où je vais aller regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, où je vais aller raffiner mon modèle. Puis à ce moment-là, ça va m'aider parce que, ultimement, c'est sûr que je vais utiliser un cluster dans un serveur ou même du cloud pour faire l'entraînement final parce que j'ai accès à beaucoup plus de teraflops dans ce type d'environnement-là. Mais le 77% du temps que je vais passer, ça va être quand même sur la gestion du data, le type de modèle que je vais choisir pour entraîner mon data, puis après ça, simplement peaufiner mon modèle. Donc, les workstations, c'est là où ils vont venir vraiment exceller dans cet environnement-là. Pourquoi est-ce que je vais vouloir avoir un workstation? Bien, généralement, ça coûte pas mal moins cher pour pouvoir le faire sur un workstation que sur un serveur. Je n'ai pas besoin de queuer mon temps puis de dire, oui, je vais avoir mon temps dans la file d'attente pour rouler mon modèle. Non, je peux le faire tout de suite. J'ai accès immédiatement à cet ordinateur-là qui va être dédié pour un data scientist, typiquement. Donc, je suis plus efficace. J'ai moins de latence. Ça me permet de fail fast and often, comme on dit. Donc, je veux me planter vite, mais je vais être capable de pouvoir recommencer. Ça va accélérer énormément le temps que ça me prend pour avoir un modèle qui fonctionne, un modèle qui a été affiné, si on veut. Donc, comme je disais, 77% du temps qu'on passe pour un data scientist, c'est entre data loading puis pouvoir créer, puis commencer à raffiner le modèle un peu. Donc, c'est parfait pour le faire sur un workstation à cet effet-là. On va aller gérer toute notre gamme de produits pour faire ça. Donc, on va avoir des workstations comme des Tiny qui vont être très bien pour de l'inférence de plus bas niveau. On va se déplacer jusqu'au P10 que vous voyez de côté avec les 4 cartes graphiques RTX 6000 EDA Generation qui permet de faire justement de l'entraînement de quand même un très gros réseau de neurones. Puis on va se déplacer vers nos Think Systems qui vont nous permettre de le faire dans le data center directement. Donc, pourquoi, encore une fois, juste pour résumer, Workstation for AI? Bien, justement, on a de l'accès rapide aux données. On est directement sur nos données qui sont centralisées. On n'a pas besoin d'aller dans le cloud. On n'a pas besoin d'attendre pour avoir notre tour dans une file d'attente pour pouvoir traiter notre projet.
c'est relativement économique aussi. Je dis relativement parce que ça va dépendre aussi du nombre de données. J'ai un client aux États-Unis qui a reçu un bill dont il ne s'attendait pas. C'est un petit bill de 6 millions pour overage fees. Donc, il avait utilisé un peu trop de data dans son AI. Il est retourné au workstation après. Pour ça. Parce que tout ce temps-là, pour commencer à travailler puis affiner le modèle, ça n'avait pas de sens de le faire dans le cloud. Donc, il y a une partie qui est dans le cloud et il y a une partie qui est on-prem. Donc, celui-là, ça va être un peu plus intelligent pour cette partie-là, ce 77%-là. Puis, justement, les workstations vont occuper la majorité du workload en AI. Puis, j'aime moins, moi, si je veux faire des projets AI, j'aime beaucoup plus, en fait, dépenser un petit peu moins. Parce qu'en partant, présentement, 60% des projets en AI n'aboutissent pas. Donc, c'est certain que j'aime mieux ne pas dépenser 6 millions via cloud, avoir un workstation qui va être local, que je vais pouvoir réutiliser pour d'autres choses si je ne fais pas du AI plus tard, qui est virtualisable. Donc, c'est l'intérêt aussi des workstations en AI. Donc, sur ce, je demanderai à Jean-François de venir vous parler de la partie plus service géré, device as a service, puis de justement comment tous ces services-là vont pouvoir vous aider côté service à distance, travail à distance. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Belle présentation. Alors, bonjour, bon matin tout le monde. Merci d'être présent ce matin pour parler des produits que nous offrons sur le côté service. Mon nom est Jean-François Drolet. Je m'occupe de tous les services à travers le Canada pour le secteur public et les PME ici au Québec. Donc, quand on parle de services, on a plusieurs différents volets chez Lenovo et qu'on offre à travers ITI, qui est un très, très, très bon partenaire de nous. Les services, on les classifie en ce qu'on appelle life cycle. On parle de la planification, de la configuration, déploiement, le support, le managed services, qui est normalement un gros fardeau, surtout pour nos clients, étant donné que la pénurie de main-d'œuvre et tout, c'est difficile à trouver du bon personnel qualifié. Des fois, il faut chercher à l'extérieur et puis c'est de cette façon-là qu'on peut vous offrir ces services-là pour justement aider votre équipe et enlever un petit peu de leur fardeau. Et puis, à la fin de tout ce cycle-là, on a aussi ce qu'on appelle le retire, la retraite de ces produits-là. On s'entend qu'on se ramasse toujours avec plusieurs items électroniques, soit qui sont désuets, soit qui ne fonctionnent plus, ou bien qu'on a déjà remplacé, mais qu'on a gardé dans le garde-robe au bureau parce qu'au cas des fois, si on en aurait besoin, même si ça fait 5 ans qu'il n'a jamais été sorti. Donc, la planification, c'est ce qu'on fait, ce que Sébastien a parlé un petit peu, d'essayer de figurer exactement c'est quoi vos besoins, quelle sorte d'unité que vous avez besoin pour votre entreprise. Ensuite, on passe à la configuration, puis je pense que c'est un des volets qui est le plus fort ici, pour nous chez Lenovo, c'est qu'on fait de la configuration à même la manufacturation, qui veut dire qu'on peut modifier, personnaliser des paramètres du système informatique avant même qu'il quitte notre manufacturation, qui vous permet de soit le recevoir à vos bureaux ou on peut même offrir le service de l'envoyer directement chez l'utilisateur qui travaille à la maison à côté de sa laveuse à linge. On va passer un petit peu plus en détail après, là, mais on parle ici d'imagerie, on parle de personnalisation du BIOS, mettre de l'information, insérer de l'information dans la boîte, par exemple, avoir des étiquettes, avoir de l'encryption et puis le Service Depot. Donc, c'est toutes des choses qui forcent l'utilisateur, pas l'utilisateur, mais qui vous forcent, vous, à ouvrir les boîtes quand vous recevez les ordinateurs puis faire de la configuration, des fois qui peut prendre un petit 5 minutes jusqu'à 1 heure, des fois, faire par système. Sur le côté de déploiement, si jamais vous avez besoin du service, par exemple, vous envoyez directement à l'utilisateur à la maison. L'utilisateur va avoir besoin d'un écran, un docking station, un clavier, une souris, des écouteurs, puis quitte même à mettre une tasse de la compagnie parce que c'est un nouveau employé. On peut aussi offrir ces services-là pour rajouter au produit. Le côté du support, donc une fois que l'utilisateur reçoit l'ordinateur à la maison, encore là, on travaille sur le coin d'un comptoir. Ça se pourrait des fois qu'il y a eu des accidents, on brise quelque chose sur l'ordinateur. Bien, on a le support aussi qui vous permet de faire soit le support technique dessus ou bien tout simplement de remplacement ou des pièces. Encore là, je vais en parler un petit peu plus en détail. Le côté management, gérer une flotte de
100, 150 ordinateurs, dépendamment de l'équipe, c'est pas trop pire, mais des fois, on a des compagnies qui ont 5, 600, 700, 800 ordinateurs à gérer, à faire des updates. Là, on passe très bientôt là, sur le Windows 11. Il y a une grosse migration à faire qui s'en vient là, d'ici 2025. Donc, on a une équipe ici qui peut vous aider à faire cette migration-là aussi, donc la gestion du parc. Et puis, la retraite du système informatique, comment faire? À qui je peux me fier pour être sûr que les données qui se retrouvent sur l'ordinateur sont bel et bien effacées correctement, sécurisées? Est-ce que j'ai une preuve pour démontrer, si jamais j'ai un audit du gouvernement pour dire « Ah, regarde, j'ai bien fait ça, voici, j'ai un document pour le prouver ». Ça aussi, on va en parler un petit peu plus longtemps. Donc, si on revient à la base, on s'entend quand on reçoit un ordinateur, normalement, il y a Windows dessus, il y a plusieurs autres applications. Si j'achète, par exemple, j'achète un ordinateur sur une grande surface, je me ramasse avec Windows. Il y a ce qu'on appelle du bloatware. Hein? On se ramasse avec Minecraft, Candy Crush, des essais, des programmes d'essais. Le temps de désinstaller ça, ça me prend du temps. Ou d'installer par-dessus ça, ça va prendre de l'espace que j'ai peut-être pas nécessairement à donner sur l'ordinateur, sur leur disque dur. Donc, c'est tous des points qui sont un petit peu plus difficiles pour la plupart des clients qu'on élimine pour vous. Comme par exemple, on a 4 différentes options pour ça. On a le Factory Preload, on a le Ready to Provision que je vais parler un petit peu plus tard, les images standards ou l'image avancée. Puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi la différence, comme ça vous allez être capable de voir qu'est-ce qui fait le plus pour votre entreprise. Donc, le premier, RTP+, je pense, RTP, c'est une des solutions les plus simples. C'est tout simplement Windows, et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le reste des logiciels qui ne sont pas utilisés. Comme je disais tantôt, là, les bloatware, il y a à peu près une trentaine de différentes applications qui sont dessus, qui sont enlevées. Non seulement ça, mais on vous enlève aussi les pilotes qui ne sont pas utilisés. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, la plupart de vous, je suis pas mal sûr, mais une imprimante qui n'était pas plug and play, il fallait passer à travers une panoplie de pilotes pour être capable d'installer. Mais ça prenait de la place, des ressources sur l'ordinateur. C'est quelque chose qui doit être chargé à chaque fois qu'on commence l'ordinateur. Donc ça, on l'enlève, on garde tout simplement les pilotes qui sont dédiés à l'ordinateur que vous avez commandé. Le RTP+, donc on part la base du RTP, mais ce qu'on a de plus, c'est qu'on peut aussi télécharger des scripts qui vous permettent de télécharger des applications que l'utilisateur aurait besoin. Je vous donne un exemple. Si pour les écoles, très utile, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir besoin de Chrome et puis Google Drive. Donc, c'est quelque chose qu'on peut télécharger à l'application ou dans le RTP+. Quand l'ordinateur est allumé, ces applications-là s'installent. Le RTP Release Control. À chaque fois qu'on a un nouveau update de Windows, tout le monde se mord les doigts pour être sûr que la mise à jour ne changera rien dans notre environnement. Si vous n'avez pas le temps de tester, des fois, on s'accroche bien sur notre siège pour être sûr qu'il n'y a rien qui plante. Mais le Release Control, normalement, quand on envoie les ordinateurs, c'est toujours la version la plus récente. Mais si vous êtes une entreprise qui désire avoir une version antérieure parce qu'elle est déjà testée, on sait que ça fonctionne bien, puis tous les ordinateurs que je vais commander, je vais avoir cette version-là de Windows. C'est cette option-là qu'on a avec le Release Control. Maintenant, si je veux avoir quelque chose de plus personnalisé, je vais avoir, j'ai un modèle en particulier que j'ai pour ma flotte au complet, mais je voudrais rajouter des logiciels qui sont personnalisés à mon entreprise. Je vous donne un exemple. Je voudrais avoir Antidote installé sur tous mes ordinateurs qui vont venir avant. Fait que soit avec Lenovo, soit avec ITI ou soit avec votre équipe, vous pouvez faire votre propre image qui va être dédiée pour ce modèle-là avec les pilotes. Et chaque ordinateur qui va sortir de notre manufacture va avoir cette image-là déjà d'installer à votre saveur. Et puis ça, cette version-là vous permet de l'utiliser ou de la garder durant toute l'année. C'est possible aussi de la modifier jusqu'à 4 fois durant l'année. Donc, on a 4 revisions si vous voulez les faire, une fois par quart si vous voulez, qui est encore là personnalisé. Mais qu'est-ce qui arrive si je suis une entreprise qui a 1, 2 ou 3 différents modèles, ou même j'ai d'autres manufacturiers dans ma flotte qui n'est pas nécessairement Lenovo, puis j'ai besoin d'une image plus évoluée. Fait que le Advanced Imaging, qui est le Smart Imaging, elle vous permet d'avoir jusqu'à 4 modèles d'ordinateurs différents sur une image, puis encore là, avec les pilotes qu'il faut pour ces 4 modèles-là.
Puis encore là, ça, c'est ce qu'on appelle un gold image. Là, on va travailler encore plus près avec vous, avec des ingénieurs, pour faire des tests. On a des candidatures jusqu'à temps qu'on arrive à la version gold. Cette version-là, c'est la version qui va être preloadée sur l'ordinateur. Et puis là, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'encore là, cet ordinateur-là peut être shippé directement chez l'utilisateur sans même passer dans vos mains. Vous n'avez rien à toucher. L'utilisateur reçoit l'ordinateur. Ensuite, l'autre chose qui est peu fâcheuse, mais qui est obligé de faire, c'est quand j'use l'ordinateur la première fois, je vais être obligé de mettre un mot de passe sur le BIOS pour être sûr que les utilisateurs, ou peu importe, n'aient pas la chance d'aller changer des configurations. Donc, on a le Custom BIOS ou le BIOS personnalisé qui, on va mettre le mot de passe pour vous dans l'ordinateur. Étant donné qu'on est déjà dans les menus, avec le même coup, on peut faire d'autres modifications. Si vous voulez barrer des prises USB, par exemple. Ou en conjonction avec Absolute, qui est un logiciel qui est déjà imbibé, si vous voulez, qui est déjà imprimé sur le BIOS. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle, on va l'appeler geotagging, qui veut dire que, comme dans les écoles, eux autres sont corrects, en autant que ce soit sur le réseau, tu peux mettre une clé USB sur ton portable. Mais aussitôt que tu sors de l'école, aussitôt que tu n'es plus sur le réseau, le port USB se bloque. Donc, c'est une option aussi qu'on peut rajouter sur le BIOS. Ce qu'on appelle le boot order, la séquence de démarrage. Il y a aussi, si jamais vous aimez très bien votre logo de compagnie, ou si on peut mettre le logo de la compagnie au démarrage, qui est possible aussi. Il y en a aussi qui mettent, tout ce qu'ils mettent, c'est mettre si portable est trouvé, s'il vous plaît, composez tel numéro pour nous rejoindre pour retourner le portable. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens font des fois à place de juste avoir le nom de la compagnie. Sur le côté d'asset tag, combien d'entre vous mettez des asset tags sur vos ordinateurs? Pas mal tout le monde. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin. On a le asset tag qui est essential, qui est très basique. On a le numéro de série avec le numéro du modèle, avec un barcode qui est facile pour l'inventaire. Mais qui est encore mieux, des fois, quand on a quelqu'un qui est au téléphone qui a besoin du support technique, on lui demande le numéro de série. À la place d'être obligé de revirer l'ordinateur à l'envers pour essayer de trouver le numéro de série, on peut le coller aussi à l'avant, soit sur le tablette, sur le couvercle, ou bien tout simplement sur le clavier. C'est possible de le faire. Si vous êtes une entreprise où est-ce que vous avez des numériques qui sont plus personnalisés avec un préfixe ou un suffixe avec, disons, 3 lettres, disons, c'est une école, puis il va y avoir les 3 lettres de l'école avec le numéro de série d'inscrit, ou le numéro de série personnalisé, si vous avez besoin d'une séquence qui part à un tel numéro puis qui finit à un autre. C'est aussi possible de l'avoir. Ici, c'est ce qu'on appelle le Enhanced Asset Tag. Et puis, ce qu'on a trouvé qui est très populaire aussi, c'est qu'à place d'avoir de l'information, vous pouvez aussi camoufler l'information, le camoufler qui est plus difficile à lire, disons, avec un code QR. Donc, quelqu'un utilise son cellulaire, et puis en scannant avec le cellulaire, il va avoir toute l'information de l'ordinateur sur ce QR code-là, qui évite de voir le numéro directement sur l'appareil. Puis c'est aussi possible d'avoir le logo qui est imprimé sur le asset tag. Encore là, on parle toujours aussi pré-manufacturation. Donc là, quand vous recevez, il est déjà dans la boîte. Sur le côté du BIOS avec l'asset tag, un grand avantage, c'est qu'on va aussi avec le Enhanced Asset Tag, c'est qu'on va incorporer le numéro de série dans le BIOS, qui vous permet pour les gens de TI de localiser l'ordinateur beaucoup plus facilement sur le réseau, étant donné qu'il est encastré dans le BIOS. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une procédure très facile. C'est painless. On a même un petit wizard en ligne où est-ce que vous pouvez aller fabriquer ou designer votre propre asset tag en choisissant, en cochant des boîtes en disant « je veux ci, je veux ça » avec le numéro de série. Et puis, il va même vous montrer où vous voulez l'avoir sur l'écran, pas sur l'écran, mais sur le portable. On peut le mettre vraiment n'importe où. On peut même couvrir le couvercle au complet, si vous voulez, avec l'asset tag. C'est juste qu'on ne peut pas couvrir les choses de ventilation, là, les grilles de ventilation. C'est la seule place où est-ce qu'on ne peut pas vraiment le faire. Là. Mais le reste, c'est libre à vous de choisir. Sur le côté autopilote, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire. Autopilote, surtout avec la nouvelle version de Windows 11, il y en a beaucoup qui veulent y aller avec autopilote. En levant la main, combien d'entre vous sont déjà dans l'autopilote? Qui utilisent déjà autopilote? Personne? Qui envisagent dans la prochaine année d'utiliser autopilote? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi autopilote?
Ben, Autopilot, dans le fond, c'est avec Microsoft. On enregistre vos appareils avant même de quitter la manufacturation dans le Azure Cloud de Microsoft. La meilleure analogie que je peux vous donner, c'est comme votre cellulaire. Tout le monde ici, je suis pas mal sûr, ont déjà passé d'un cellulaire, d'une version à une autre. Et puis quand on s'enregistre sur le nouveau cellulaire, tout se télécharge automatiquement sur notre cellulaire. Les applications, nos données, nos contacts et tout ça. Dans le fond, Autopilot, c'est la même chose. Vous donnez le droit à Lenovo d'enregistrer les appareils qui vont partir d'un manufacturier sur Microsoft Azure, fait qu'avec Active Directory, toute l'information va être déjà enregistrée. Donc, quand les utilisateurs, quand vous allez recevoir l'ordinateur, vous allez entrer les données, l'information va se télécharger automatiquement sur cet ordinateur-là. C'est de plus en plus en demande. Je vous dirais qu'il y en a même qui ne sont pas encore rendus à 100% avec Intune et puis Autopilot, mais ils désirent d'enregistrer parce qu'ils savent que dans 6 mois, ils vont faire ce même type-là, puis tous les ordinateurs qu'ils vont avoir vont être obligés d'être enregistrés, ils seront déjà faits. C'est un coût très, très, très minime. Puis encore là, si vous voulez avoir plus d'informations, venez me voir ou on va aller voir les gens de Microsoft, ils vont vous expliquer exactement bien comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui va faciliter la tâche beaucoup, beaucoup. Ensuite, donc on a reçu l'ordinateur, on est content, l'utilisateur est à la maison, passe la semaine à travailler dessus, il aime ça, il travaille sur le coin du comptoir. À un moment donné, il échappe son café sur le clavier. Donc, on a le support standard de base. On s'entend, ça c'est de base. Quand on appelle, il y a quelqu'un qui vous pose des questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez branché votre ordinateur? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait un reboot? Très basic. Mais quand on va dans le Premier Support, on passe déjà au niveau 2. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté, va être capable de vous poser les bonnes questions. Cette personne-là qui ouvre le ticket, ça va être la même personne qui va la fermer. Donc, si vous avez fait des essais, vous avez figuré le problème, il vous rappelle 2-3 jours plus tard pour s'assurer est-ce que tout va bien, tout est correct. Bon, c'est la même personne qui va fermer le ticket. Ce n'est pas à répéter l'histoire. C'est un support de 24/7, 365 jours par semaine. L'avantage aussi du Premier Support, c'est que vous avez aussi priorité sur la main-d'œuvre et les pièces. Je vous explique. On vient tout juste de finir la COVID, puis j'espère que ça ne reviendra plus jamais. Mais on a ressenti ce qui s'est passé durant la COVID, le fait que c'était difficile d'avoir des pièces, c'était difficile d'avoir du personnel. Quand il était en backorder, on ne parlait pas d'une 2 ou 2 semaines, on parlait des mois. Donc, quand on embarque sur le Premier Support, c'est que vous sautez la queue d'attente pour avoir ces pièces-là, pour être capable de remettre cet utilisateur-là en productivité. L'autre avantage aussi, c'est Keep Your Drive, qui veut dire que, encore là, l'utilisateur, là, son clavier, c'est fini, il est obligé de renvoyer son ordinateur chez Lenovo ou chez TI pour le faire réparer. Ce que vous pouvez faire, c'est retirer le disque dur et puis garder le disque dur soit pour les données qui sont dessus pour le remettre dans le nouveau ordinateur ou tout simplement l'utiliser comme deuxième. C'est juste que vous ne perdrez pas de temps à essayer d'effacer toutes les données dessus. Puis si vous n'êtes pas capable d'ouvrir, de partir l'ordinateur, vous allez être obligé de le rebrancher ailleurs puis changer les données dessus. Bon, le Keep Your Drive vous permet de garder ce disque dur-là s'il faut retourner l'appareil. Et puis, un qui est très utile aussi, c'est Sealed Coverage Up Battery. Ça veut dire que jusqu'à 3 ans, puis là, on commence à offrir le 4 ans et probablement le 5 ans bientôt, c'est que si jamais, au bout de 2 ans et demi, vous trouvez que la performance de la batterie n'est plus là parce que l'utilisateur l'a gardé branché tout le temps ou bien il faisait pas, il n'était pas aussi... faisait pas assez attention, si vous voulez, là, pour bien recharger sa batterie, ou tout simplement la batterie est finie, on vous la remplace sans coût. C'est tout simplement remplacé avec une nouvelle batterie dans cette période-là. Donc, c'est ça la différence entre le standard, le Premier Support et Premier Support Plus. Ensuite, le Asset Recovery, ce qu'on appelle le recouvrement des produits à la fin. Je disais tantôt, les ordinateurs, les portables qu'on trouve sur le coin du bureau du gars de TI. C'est une pile d'ordinateurs ou de même. On parle des écrans de 15 pouces que personne n'utilisait, qui étaient trop vieux. Puis
Puis, c'est comprenable, là. C'est des données qui sont encore sur l'ordinateur. C'est peut-être des pièces qu'on va avoir peut-être de besoin un jour, ou tout simplement, on ne sait pas à qui le donner. Je n'irai pas le porter chez Bureau en gros pour faire le recyclage. Il y a peut-être de l'information dessus que je ne peux pas partager ou que je ne peux pas laisser au monde. Ou peut-être, il y a une valeur à cet ordinateur-là. Peut-être que ce n'est pas un ordinateur qui est assez performant pour votre entreprise, mais ça peut être parfait pour une seconde vie, pour quelqu'un qui, dans une bibliothèque municipale ou peut-être dans une école. Fait qu'avec une compagnie, avec un grand partenaire de nous, on évalue les flottes que vous voulez retourner. Et puis, si c'est quelque chose qui a de la valeur, on va vous redonner de l'argent pour. Que ce soit en crédit pour les ordinateurs à remplacer. Peut-être c'est pour le service, pour engager, pour payer pour des services. Ou simplement, vous voulez reprendre le chèque et puis l'utiliser à l'interne pour d'autres utilisations. Le point le plus important, je dirais par exemple, c'est le point de sécurité. Quand on va effacer l'information dessus, c'est avec des équipements professionnels. Vous allez recevoir un certificat pour prouver que oui, j'ai bel et bien discarté cette information-là qui s'est retrouvée sur ces appareils-là que vous pouvez utiliser comme audit. On a des grands clients qui sont la confidentialité est très importante, comme les banques par exemple. Bon, mais eux autres, ils choisissent d'avoir un service fait à domicile. Ça veut dire qu'on envoie un camion avec une disqueteuse pour de disques durs qui vont faire sur place avec un témoin pour être sûr que l'information est bel et bien détruite. Fait que ça, c'est... mais qu'est-ce qui est le fun encore là, c'est que vous pouvez avoir une valeur de ces produits-là que vous n'utilisez plus dans vos entreprises. DAS. Device as a Service. C'est quelque chose qui est... Bon, le principe n'est pas nouveau, on s'entend, mais c'est peut-être quelque chose de nouveau sur le côté informatique. C'est un peu comme on parlait tantôt du téléphone ou même sur le côté... bon, tout le monde a déjà eu ici des CD, c'est acheté des CD de musique. Il y a une quinzaine d'années, si je vous ai dit, tu n'iras plus chez Sam's Record ou chez H&M pour acheter tes... c'est-tu HMV? HMV. Chez HMV pour acheter des CD, tu vas payer 10$ par mois, puis tu vas avoir de la musique, puis tu vas avoir une musique illimitée. Tu m'aurais dit, ben t'es fou, je veux avoir de la musique, je veux l'écouter quand moi ça me tente, puis je veux l'avoir, tu sais, je veux que ça m'appartienne. DAS, c'est le même principe. Donc, c'est un style d'abonnement qu'on fait pendant une certaine période que vous choisissez, et puis c'est un service qui est livré avec l'équipement, les services, les configurations, tout ce qu'on a couvert tantôt est sur un abonnement mensuel, qui est un prix fixe, qui est prédictible, et puis c'est une facture. Donc, c'est un grand avantage de passer d'un coût capital à opérationnel. Des fois, il y a des coûts-bénéfices sur le côté des taxes, mais ce qui est de plus important, c'est que c'est une facture par mois et c'est prévisible. Là, vous allez me dire, ben oui, mais disons, si mon équipe, si mes demandes d'ordinateur changent durant cette période-là, bien, c'est aussi très, très flexible. Si durant un moment donné, si c'est 2 ans, durant un terme de 4 ans, vous avez un gros projet, vous avez besoin des ordinateurs plus forts, ben, on réévalue la situation, on peut reprendre ces ordinateurs-là et les remplacer avec d'autres ordinateurs et en modifiant, bien entendu, le paiement mensuel. Mais au moins, vous n'êtes pas pris avec ces équipements puis être obligé de les laisser de côté puis avoir d'autres ordinateurs pour les remplacer. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est très intéressant. Ce n'est pas une grosse somme tout de suite en partant. C'est une somme qui est étalonnée durant 4, 5, 6 ans, dépendamment de ce que vous cherchez à faire. Donc, je vois que j'arrive très proche de la fin. Sébastien, tu veux remonter aussi. Si jamais vous avez des questions, nous allons être ici au salon de toute façon. Fait que merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Je pense qu'on a un micro si vous avez des questions, mais... Oui, je ne sais pas si je parle assez fort, mais le DAS, est-ce que c'est des services à la carte? Je suis obligé de prendre la totalité. Service à la carte, exactement. Puis si vous voulez seulement avoir DAS sur les ordinateurs et puis non sur les services, c'est correct. Si vous voulez avoir tout, c'est possible aussi, oui. Et au niveau Intune, /Autopilot et tout ça, est-ce que ça peut être une co-gestion ou ça doit être absolument de votre part à 100%? Non, ça peut être une co-gestion aussi, absolument. Ça peut être hybride. Et dernière question, le service de support, est-ce qu'il y a du support en français? Oui, oui, support en français. Comme tout, là, il y a du manœuvrage un peu comme Press 9 for English, là, mais oui, c'est possible, oui. Oui?
C'est basé sur le réseau qui est local. Pour avoir plus de détails, on a quelqu'un qui va être capable de voir exactement comment est-ce que c'est avec Absolute là, qu'on travaille pour faire ces choses-là. Fait que c'est c'est un partenaire de nous qui ferait. Oui, vous pouvez briquer l'ordinateur au complet à distance. Non, 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 non. Vous avez le choix de le faire comme un téléphone cellulaire. Là. Si jamais tu le briques, it's over. Mais vous avez le choix du niveau là, de blocage. Très bonne question. Oui? C'est jusqu'à 5. C'est parce qu'à un moment donné, c'est que ça prend du temps à charger ces scripts-là puis à les faire fonctionner. Fait qu'il y a une limite aussi sur notre système d'opération au manufacturier. Il ne faut pas que ça dépasse plus que 45 minutes, sinon on a un backlog. Si ça prend 1 heure et demie par ordinateur. Fait que c'est pour ça qu'on limite à 5 scripts. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on le ferait avec une image qui serait vraiment. Où on ferait notre C'est ça, ouais. image.